Alors, on va commencer cette quatrième partie de ce cours sur le DDD et l'architecture hexagonale, et on va parler de systèmes complexes. Alors, en premier point, on va se poser la question de systèmes composés de plusieurs hexagones, et on va essayer de savoir s'il existe des dépendances entre des hexagones et comment on va pouvoir assurer la communication entre deux hexagones, donc une communication inter-hexagone. Alors, on va parler de bounded context, donc c'est un concept qui est très fort dans le DDD. L'idée, c'est de considérer qu'un hexagone, finalement, ça définit un contexte très bien délimité. Donc, souvent, on met des petits pointillés comme ça, tac, 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 tac. C'est un domaine métier très bien délimité et c'est complètement cohérent avec cette architecture hexagonale. Pourquoi? Parce que ce contexte pardon, est cohérent dans les concepts qu'il propose. Donc là, on va retrouver la couche domaine. Il est ouvert à son environnement et donc il va proposer des services. Donc ça, c'est la couche application. Il va même disposer de ses propres interfaces utilisateurs, la couche UI. Et on l'a vu, il va être conçu d'une manière de faire en sorte qu'il soit indépendant des frameworks qu'il va utiliser. Donc ça, c'est la couche infra. Donc en fait, on va faire ici vraiment un alignement entre ce concept de bounded context, donc un contexte bien délimité pardon, au niveau métier, donc typiquement la gestion du panier en commerce électronique. On va faire une analogie entre ce bounded context et notre hexagone. Alors de fait, on va se poser la question d'un système complexe. Et qu'est-ce qu'un système complexe? C'est un système qui est composé de plusieurs bounded contextes. Donc on imagine, voilà, là j'ai par exemple, un contexte sur la gestion du panier et pourquoi pas un autre contexte ici sur la gestion des stocks. Donc c'est ça un système complexe où on a plusieurs perspectives, donc panier ici, stock, et on va se poser la question de savoir comment programmer ce système complexe. Faut-il faire plusieurs hexagones? Faut-il faire un seul hexagone? Comment gérer la complexité de ces systèmes? Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a donc plusieurs bounded contextes et que chaque contexte va avoir sa propre cohérence. Du coup, c'est l'ensemble des contextes qui va former la valeur ajoutée du système. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la gestion de ces relations entre contextes. Donc on a le système complexe qui est ici. On pourrait imaginer qu'il y a d'autres bounded contextes. Et on va se poser la question, comment on fait du coup pour gérer les relations entre contextes? La première réponse qu'on peut adresser à cette question de relation entre les contextes, c'est de savoir si on peut facilement inclure un contexte dans un contexte. Donc l'idée est, j'ai mon bounded context ici, est-ce que finalement je peux considérer qu'il fait partie d'un bounded context beaucoup plus grand dans lequel il y a plein d'autres bounded contexts et pourquoi pas à l'intérieur des petits bounded contexts, etc., etc., etc. Donc la question c'est, est-il possible d'ajouter un nouveau contexte dans un contexte existant? J'ai mon contexte du panier, pourquoi pas ici, tac, le contexte du panier électronique, dans mon exemple de e-commerce. Et est-ce que je peux rajouter des contextes à l'intérieur? Alors oui, mais c'est un oui bizarroïde. Oui, c'est les concepts de ce nouveau contexte. Donc là, imaginons j'ai un nouveau contexte et je me pose la question, est-ce qu'il peut être inclus là-dedans? Oui, si les concepts du nouveau contexte sont les mêmes. Donc là, on va considérer qu'ils sont complètement cohérents. On parle des mêmes concepts. Alors oui, et voire même, ce n'est pas une inclusion, c'est vraiment une fusion de contextes. Finalement, ça va faire un seul contexte. Non, si les concepts sont légèrement différents. Alors là, déjà, en fait, on répond à une première question. On se rend compte que on va favoriser les petits. Alors, petits, c'est un petit peu délicat de dire ça, mais on va essayer de favoriser les contextes cohérents. Et c'est très, très, très aligné avec cette notion de microservice. Donc, l'idée n'est pas du tout de faire une hiérarchie de contexte, de bounding contexte, mais vraiment de considérer que les contextes sont à plat. On va considérer qu'ils sont à plat. Hop, c'est comme une map, en fait. On va parler après de map. Et on a des territoires avec nos contextes qui sont là, mais on n'a pas trop d'inclusion de contexte. Donc la cohérence, elle est à l'intérieur d'un contexte. Alors du coup, on peut se poser la question, ok, j'ai deux contextes un petit peu différents, mais parfois ils sont très proches, ces contextes. Donc là, c'est l'exemple qui est illustré dans ce dessin. On a ici le contexte des ventes, le contexte du support, et dans le contexte des ventes, on va voir ce concept de customer, ce concept de product. On va retrouver exactement la même chose du côté du contexte support. On va avoir le customer ici et le product ici. Donc ça nous arrivera souvent, on va avoir deux contextes
ici par exemple panier et ici stock. Et on va avoir souvent des concepts qui, on a l'impression, ils sont un petit peu au milieu là. Voilà, par exemple ici le produit, ce fameux produit. On pourra savoir si le produit est en stock, on pourra savoir si on a ajouté le produit dans le panier. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est possible de partager des concepts? Donc ces concepts, où seront-ils définis? Dans la couche domaine, par une classe, ce sera peut-être des value objects, des entities ou même des aggregates. Est-ce qu'il est possible de les partager entre deux ou plusieurs contextes? Donc l'idée en quelque sorte, c'est OK, ces concepts-là, ils sont dans une couche domaine. Donc la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire en quelque sorte de l'héritage? C'est-à-dire, je vais reprendre mon dessin, j'ai mon panier qui est là. Donc là, imaginons, j'ai le domaine du panier, là j'ai le domaine du stock. Donc j'imagine ici une classe pour dire produit, j'imagine ici une autre classe pour dire produit. Là j'ai mon hexagone 1, tac. Là j'ai mon hexagone 2. Et la question que je pose, c'est est-ce que finalement je ne pourrais pas définir une espèce de super classe avec ce shared kernel, donc le noyau commun, avec cette classe produit. Voilà. Est-ce que je peux faire ça? Alors finalement, l'expérience nous apprend que c'est rarement le cas qu'on ait exactement les mêmes concepts sur deux contextes différents. C'est rarement identique. Quand je parle du produit dans le panier, je vais identifier le produit par rapport à peut-être sa référence, à peut-être son prix, à peut-être sa description. Alors que quand je parle du produit dans le stock, je parle du produit, de l'instance du produit. J'ai envie de dire, est-ce qu'il n'est pas abîmé? Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il n'est pas affecté? Et puis dans quel sous-rayon il est de mon stock? Est-ce qu'il est facilement accessible, etc., etc. Donc même si on a un seul mot, ici panier, on va avoir des définitions un petit peu différentes. Et bien souvent, quand on a des définitions un peu différentes, on aura des classes un petit peu différentes. Alors oui, il y a une partie commune, c'est vrai. On a le nom peut-être, le prix peut-être, la description peut-être, mais là encore, l'expérience nous invite à pas trop utiliser l'héritage dans ce cas-là, à ne pas trop faire de shared kernel, parce qu'on va avoir un problème de responsabilité. Alors la responsabilité ici, elle est nouvelle, elle n'est pas vraiment identique à ce concept de responsabilité de programmation orientée objet, mais là on va se poser la question, qui va être responsable de la définition de son concept? Il n'est pas dans la couche domaine de cet hexagone, il n'est pas dans la couche domaine de cet hexagone. Alors on pourrait se dire, est-ce qu'il y a un hexagone abstrait ici? Ça va rendre le travail beaucoup trop compliqué. Donc on préfère, ça peut arriver qu'on le fasse, mais on préfère ne pas trop faire de shared kernel. Donc c'est une conception connue et l'expérience nous dit qu'il vaut mieux pas trop aller vers ce genre de conception. Il vaut mieux vraiment séparer les bounding contexts dans deux hexagones complètement différents, même s'il y a un petit peu de redondance. Alors du coup, on a compris, on a deux bounded contexts et ils ont une relation. Imaginons le panier, imaginons le stock, et je peux me poser la question, est-ce que pour ajouter un produit dans un panier, il ne faut pas que je demande au stock pour savoir s'il est là ou s'il n'est pas là? Alors là, on va tomber dans une relation assez connue entre bounding context, entre hexagones, c'est cette relation de customer-supplier. L'idée ici, c'est que ce contexte panier va demander au stock si le produit est disponible. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est possible qu'un contexte customer exploite un contexte supplier, ce qui serait le cas ici? Oui, c'est possible et c'est ce qu'on va appeler un couplage entre contextes. J'aurais dû mettre un S à contexte. Donc là, pour faire cela, il va falloir, et ça va être le boulot du customer, donc ici panier, il va falloir définir une abstraction du supplier dans son domaine. Donc là, c'est vraiment au niveau du métier du panier qu'on veut pouvoir poser des questions à l'autre hexagone stock. On va définir ça dans notre couche domaine. Alors on peut utiliser un service ou un repository, on a différents moyens, on a différents concepts là pour représenter l'autre contexte dans notre domaine. Et une fois que c'est fait, on utilisera encore une fois l'inversion de dépendance pour réaliser la connexion vers le supplier. Donc il faut faire attention quand on met en place ce genre de communication entre contextes parce qu'il y a un poids du supplier sur le customer. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que maintenant, ce contexte-là, là, tac, 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 il est plus complètement autonome. Il a besoin d'un autre contexte. Et si on décide, je ne sais pas, pour une raison quelconque, de changer un petit peu les services qui sont ici, cela va forcément avoir un impact important pour le métier du panier.
Bon, ça, on verra ça tout à l'heure, j'en reparlerai. Avant cela, on va se poser la question, comment techniquement on peut mettre en place cette relation de customer-supplier entre deux contextes. Premièrement, une façon de faire, c'est ce que moi j'appelle un couplage direct. Alors vous avez le customer ici, vous avez le supplier ici. L'idée, c'est de faire un appel, j'ai envie de dire, relativement classique. Là, on va faire un appel web entre le customer et le supplier. C'est-à-dire que le customer va demander au supplier la réalisation d'un service. Alors pour rappel, on a ici, je vais imaginer qu'on est dans le e-commerce avec cette notion de produit. On a ici une notion de produit, on a un service, on va dire que c'est du stock. Là, hop, je vais mettre le stock. Et donc, on va avoir ici une définition de service du style, est-ce que c'est libre? Est-ce que, alors libre, vous dire disponible. Est-ce que le produit est disponible? Donc là, dans la couche application, on aura un service qui pourra permettre de répondre à cette question, est-ce que le produit est libre? Dans la couche UI de cet hexagone, j'ai donc une route REST, donc ce que j'appelle une web route, qui va permettre d'accéder à ce service via, je fais un petit nuage ici, Internet. Donc ce qui veut dire que l'hexagone qui est à droite, le supplier, a déjà sa conception qui est prête pour être appelée de l'extérieur. Que doit faire le customer? Ce que doit faire le customer, c'est qu'il doit modifier un tout petit peu sa couche domaine pour représenter les concepts du supplier. Donc là, on va avoir une classe produit qui va dépendre fortement, donc on aura de la redondance de code, on aura une classe produit qui va dépendre du stock, et on aura ici une relation un peu abstraite, donc une interface, qui va représenter ce service. Donc là, imaginons, je vais appeler stock service, et j'aurai la méthode est-ce que donc is disponible. Oh, je l'écris très mal, désolé. Donc là, c'est une relation, c'est une interface, donc je vais dire que c'est une interface, c'est complètement abstrait. Et du coup, elle sera réalisée par la couche infra qui, elle, cette couche infra, fera le call HTTP. Donc on voit bien qu'on a ici le customer, notre hexagone customer, qui va appeler, ça va être relativement abstrait, donc la couche domaine va toujours compiler indépendamment de l'infrastructure, mais dans les faits, on va avoir un appel qui sera fait via HTTP vers l'hexagone supplier. Donc voilà comment on peut réaliser un couplage direct. Alors cette communication, ce couplage entre hexagones peut être un peu moins direct, c'est ce que j'appelle ici le couplage indirect. Donc là, c'est une autre façon de réaliser le couplage. On va travailler ici sur l'hexagone supplier et on va mettre en place une communication assez connue à base de message queuing. Donc une queue de messages ici. Donc quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'on va, dans cette couche domaine, ajouter ce qu'on va appeler un event store. Donc on va définir un concept abstrait qui va consister à stocker tous les événements qui sont produits dans ce métier. Donc notamment, on va savoir si jamais un produit est devenu libre ou au contraire, il n'est plus libre. Donc tous les événements de libération des produits ou pas. Donc ce concept est abstrait, mais on peut imaginer qu'il y a ici dans l'infra une inversion de dépendance encore, et à chaque fois qu'en fait un événement est ajouté dans la couche domaine qui dit ce produit est libre ou ce produit n'est plus très libre, l'infrastructure va ajouter un message dans une architecture de message queuing. Donc on a Kafka, qui est une solution de chez Apache, qui va permettre de réaliser ce message queuing, ou RabbitMQ qui est assez connu, et il y en a bien d'autres au niveau de l'infrastructure. Alors, lorsqu'on a ce couplage qui est fait de manière un petit peu indirecte, ça change le customer parce que le customer, donc c'est tout à fait comme tout à l'heure. Ici, il faut qu'il définisse l'interface d'abstraction, mais sa couche d'abstraction va directement taper dans la queue de message. Donc, on n'a pas un lien direct entre les hexagones, on passe par une queue de message qui est assez utilisée dans les architectures hexagonales. Voilà, donc en fait, c'est deux façons de réaliser le couplage entre deux hexagones, dans une relation de supplier-customer. Alors, le dernier point d'architecture qui est présenté dans le livre DDD, c'est cette fameuse anti-corruption layer. Donc là, l'idée, c'est on va essayer de faire en sorte que le supplier, on va faire en sorte que le customer se protège du supplier. Donc là, on a le customer, toc, il va appeler le supplier, et ce qu'on voudrait, c'est même s'il y a des petits changements ici, s'il y a des changements, là, on a une protection. OK, on peut quand même marcher. Donc ça marche. Mais pour que ça marche, il va falloir redéfinir plein de concepts ici. C'est-à-dire, en fait, il va falloir quasiment faire un espèce de proxy qui va marcher même si le supplier ne marche pas.
Donc ça, c'est l'anti-corruption layer où on va vraiment faire un ersatz, j'ai envie de dire, du supplier. On va faire une espèce de couche qui va nous rendre complètement indépendants du supplier. Ici, on pourrait imaginer une synchronisation la nuit pour récupérer les données, et puis même si le service est down, on peut continuer à fonctionner. Donc c'est une version vraiment plus du Consumer Supplier qui s'appelle Anti-Corruption Layer, où là il faut vraiment rebosser le métier et on intègre quasiment une partie du métier du supplier dans l'hexagone qui est ici. Donc c'est faisable. Faut vraiment se dire qu'on a envie de se protéger du supplier. Ok, voilà, synthèse. Synthèse, ben là on rentre quand même dans le DDD un peu plus haut niveau, donc on est dans les systèmes complexes. Faut comprendre qu'un système complexe est composé de plusieurs contextes, avec un S, je suis vraiment désolé. On a une notion de cohérence et de couplage maintenant au niveau des contextes, donc ça c'est vraiment intéressant. On a cette notion de bounded context, donc c'est vraiment un tout cohérent, bien délimité avec ses frontières, le bounded context. Et donc du coup, on va voir qu'on peut jouer avec les relations des contextes et on a passé en revue les différentes relations possibles, l'inclusion, le shared kernel, donc un espèce de noyau commun, le consumer supplier et puis l'anti-corruption layer. Donc là, on voit qu'il y a différents degrés de relations entre ces contextes. On a vu que l'inclusion n'était pas très encouragée, ni même le shared kernel. On a vu que le consumer supplier, eh bien oui, c'est possible. Il y a même deux façons de le faire, une façon directe ou une façon indirecte. Et on peut aller beaucoup plus loin avec l'anti-corruption layer, où là, vraiment, on se protège des changements du supplier. Donc tout cela, eh bien, cela aura un impact sur la stratégie de l'entreprise. Et c'est ce qu'on montrera dans le cours prochain. Et ce sera d'ailleurs notre dernière vidéo sur ces concepts de DD et d'architecture hexagonale.